Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Energy Talks, un rendez-vous pour comprendre les grands enjeux autour de l'énergie. Aujourd'hui, près de 9% de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'électricité et 2,3 milliards de personnes dépendent toujours de combustibles de cuisson nocifs. Alors comment garantir l'accès à des services énergétiques fiables et modernes et à un prix abordable? Dans cette édition, cap sur le Kenya et l'Inde, nous allons voir comment ces pays en plein essor, répondre à leurs besoins énergétiques tout en avançant progressivement vers des solutions plus durables. Et pour en parler avec moi en plateau, deux experts qui connaissent très bien le terrain. Nous allons en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Asha Sumput, ravie de vous retrouver pour parler de ce sujet qui nous tient tous à cœur, l'énergie qui est indispensable pour se nourrir, se chauffer, pour vivre tout simplement. Et avec moi en plateau aujourd'hui, Cécile Maisonneuve et John Okoro. Merci d'être là. Vous allez bien ? Très bien. Très bien, merci. bonjour. Peut-être juste avant de démarrer, une petite présentation, juste très rapidement. Donc Cécile, vous avez dirigé le Centre Énergie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, occupé différents postes au sein d'Areva, de Vinci. Vous êtes experte sur tout ce qui concerne l'énergie au niveau mondial. Et John, quant à vous, vous êtes entrepreneur, spécialiste du développement de projets solaires. Vous connaissez parfaitement la réalité du terrain et notamment en Afrique subsaharienne. C'est bien ça ? C'est bien ça. Parfait. En tout cas, ravi de vous avoir tous les deux. Peut-être un peu de contexte avant de démarrer. Donc, depuis 2000, on l'a vu, la demande d'énergie n'a cessé de croître suivant justement la démographie et l'augmentation du niveau de vie. D'ici 2050, je ne l'apprends à personne, la population mondiale augmentera de près de 2 milliards d'habitants supplémentaires, ce qui va entraîner bien sûr des conséquences importantes à anticiper en matière de réchauffement climatique, de santé, d'alimentation, d'inégalité. Et pourtant, l'accès à l'énergie reste un sujet vraiment important dans de nombreux pays. Et la question du coût, justement, de cette énergie est également importante puisque c'est un peu un obstacle à cela. Donc peut-être nous allons démarrer tout de suite avec Cécile. Quel est votre constat justement autour des grands enjeux énergétiques dans ces pays à forte croissance démographique? Merci Acha. Moi, des enjeux, j'en vois deux. Le premier enjeu, j'ai envie de dire, c'est la course. C'est la course parce que vous l'avez parfaitement rappelé, on a une augmentation démographique très forte et une demande d'énergie très forte aussi. Je vais prendre juste un exemple. Indonésie, le 4e pays le plus peuplé au monde, c'est 3 millions d'Indonésiens supplémentaires chaque année. C'est une croissance de la demande d'électricité de 5% chaque année. Le sujet, c'est d'accroître les capacités énergétiques chaque année pour répondre à cette demande supplémentaire. Donc, premièrement, il faut que cet accroissement soit le plus propre possible. C'est la première course. Et deuxièmement, quand on doit augmenter les capacités fossiles, parce qu'on n'arrive pas à mettre évidemment que de l'énergie propre, eh bien, il faut que ce soit le moins possible de charbon, le plus possible de gaz. Donc, aller très vite, mais aussi essayer de diminuer l'impact fossile en recourant le plus possible au gaz. C'est ça pour moi les deux enjeux principaux aujourd'hui. Merci Cécile. Je me tourne vers vous, John. Donc l'Afrique, d'un côté, on a encore des endroits où on n'a pas accès à l'énergie. De l'autre côté, on parle d'énergie propre. Donc quel constat pour vous ? C'est que l'Afrique a effectivement beaucoup de potentiel. Mais quand on regarde à l'échelle africaine et quand on est sur le terrain, on a aussi d'autres constats. C'est le fait d'un manquement d'infrastructures de transmission suffisant pour pouvoir évacuer l'électricité qui est générée. Donc, ce n'est pas seulement la question de production d'électricité, c'est aussi la question de transmission. Et il faut aussi que les pays travaillent sur la politique, les réglementations. Donc, ce qu'on a sur place, c'est que quand on parle d'un pays à l'autre, il y a des différences, il y a des divergences par rapport à la politique. Quand on passe du Tchad, par exemple, au Cameroun, qui sont des pays frontaliers, les politiques et les réglementations ne soient pas pareilles. Donc, on peut être une entreprise au Tchad sans pour autant réussir au Cameroun parce qu'on n'a pas les mêmes politiques. Et ça aussi, c'est un sujet sur lequel il faudrait que les pays africains travaillent. C'est un sujet sur lequel, sans une résolution de ces problématiques, on va freiner les investissements. Et il faut de l'investissement privé pour pouvoir atteindre les objectifs. On va en parler justement. Bon, évidemment, il ne faut pas oublier, l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent et les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Peut-être une petite question sur le charbon. On sait que le charbon reste finalement la source prédominante dans grand nombre de pays.
qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en éloigner? Vous l'avez dit tout à l'heure, Acha, le sujet, c'est d'avoir de l'énergie à coût abordable. Et malheureusement, aujourd'hui, pour un certain nombre de pays, ce qui est le plus directement disponible, au meilleur coût, c'est le charbon. Donc c'est ça la difficulté, y compris et notamment dans des pays extrêmement peuplés. On pense tout de suite à la Chine, évidemment, mais c'est le cas de l'Inde. Je parlais de l'Indonésie également. Et donc, j'allais dire, notre sujet, si je puis dire, même l'ennemi public numéro 1 pour le climat, c'est le charbon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est démontrer et réussir à trouver des formats d'investissement qui fassent en sorte que l'énergie qu'on va pouvoir produire, acheminer à la place d'une énergie fournie par le charbon, eh bien, est tout aussi compétitive et surtout beaucoup plus durable pour le pays. Parce que derrière, vous parliez tout à l'heure des enjeux, l'enjeu de la santé, il est majeur. Vous allez au Pakistan aujourd'hui, c'est Londres dans les années 50. C'est-à-dire que c'est très difficilement respirable d'être aujourd'hui pakistanais dans une très grande ville comme Lahore ou Karachi. Tout à fait. Si on prend l'exemple de la Chine, on voit que d'un côté, on va exploiter le charbon, de l'autre côté, on va planter des arbres parce qu'on veut décarboner. Donc du coup, c'est un peu à deux vitesses. Et en Afrique, comment ça se passe? Sur l'Afrique, il coûte moins cher de transporter un conteneur de la Chine à Dar es Salaam que de transporter de Dar es Salaam au Burundi. Et ça n'a pas de sens. Pays, ça n'a pas de sens. Donc, il y a aussi la nécessité de mettre en place, effectivement, l'infrastructure qui est nécessaire. Donc, à travers la voie ferroviaire, il y a de l'investissement qui arrive dans différentes régions de l'Afrique. Mais il faut qu'on accélère ça. Il faut que ça soit accéléré. Et aussi, il faut qu'il y ait aussi les politiques pour le dédouanement. Parce que dans certaines options ou options qui peuvent remplacer le charbon, ça coûte aussi cher de dédouaner. Alors que le charbon est in situ. Le charbon, on coupe les arbres, c'est ce qui se fait localement. Mais pour les options, pour les sources d'utilisation pour cuisiner, etc., qui sont complémentaires ou qui sont le remplacement du charbon, parfois on doit payer des frais de douane qui coûtent très cher, etc. Donc il y a quand même des obstacles. Il y a des obstacles aussi au niveau politique par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a suffisamment de la technologie. Il y a aussi des options. Il y a le GPL qui est aussi on va en parler justement dans l'émission. Mais moi, je voulais juste revenir rapidement. Justement, vous parliez, c'est pas que les infrastructures, ça va au-delà. Il y a d'autres blocages, par exemple la réglementation. Donc souvent, c'est ça aussi qui peut bloquer un petit peu justement l'accès à l'énergie à tous. Absolument, parce que s'il n'y a pas la réglementation, les entreprises, moi je suis entrepreneur, quand j'investis dans un pays ou comme mon entreprise s'étend dans un pays, on regarde principalement la réglementation. On regarde aussi la facilité de trouver également des ressources localement en termes de talent. Et ce n'est pas ça qui manque en Afrique. Il y a suffisamment de talent. C'est une population qui est jeune, c'est la plus jeune continent du monde. Donc effectivement, ce qui manque, c'est exactement le sujet de politique. C'est les réglementations dans la plupart des pays. Et aussi, il faut aussi que le gouvernement joue son rôle. Mais qu'il y ait aussi des acteurs internationaux qui donnent aussi au continent l'opportunité de participer au marché mondial du carbone, le crédit du carbone. Ça aussi, ça va être un sujet qui va débloquer beaucoup de financement. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va mettre en place une usine de production des systèmes pour remplacer le charbon, par exemple, si on peut aussi avoir possibilité de trouver le financement avec le crédit du carbone, avec le marché mondial du carbone, ça va aussi accélérer l'investissement. On va parler de financement, John. Merci de nous le rappeler. Peut-être Cécile, donc juste un peu comprendre, vous voyez la demande mondiale de l'énergie qui évolue, en particulier dans ces pays, on en a parlé, à forte croissance économique et démographique. Quelle tendance est-ce que vous observez en matière de mix énergétique déployé enfin par les États et pour répondre justement aux besoins d'aller vers plus ces solutions durables? Les pessimistes verront le fait qu'aujourd'hui, on installe encore trop de capacités de charbon, je le disais tout à l'heure. Mais moi, ce qui me frappe quand même dans un certain nombre de ces pays, c'est le cas de la Chine, on en reparlera aussi tout à l'heure, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas de l'Indonésie, c'est que de plus en plus, quand même, il y a une accélération fantastique du développement des renouvelables aussi. Et je pense que, vu de loin, quand on regarde les chiffres de point de vue macro, on a tendance à se dire, mais c'est pas assez. Bien sûr que c'est pas assez, parce que ça va très vite et qu'il faut faire beaucoup, mais je trouve que ce qui est frappant au cours des dernières années, c'est la vitesse d'installation des projets d'énergie
d'énergie renouvelable dans le monde. Alors souvent, on est très centré sur nos géographies en Europe, aux États-Unis, même en Chine, mais déplaçons un peu le regard et la vraie nouveauté, je dirais, des 2-3 années passées, c'est que ces investissements-là, vous les voyez dans d'autres géographies du Sud. Donc c'est en train de se passer. Il faut juste, j'allais dire, utiliser les exemples les plus parlants, les plus réussis pour les répliquer dans les autres pays. Mais quel est le bon mix ? Le bon mix, alors le mix idéal, hein, on le connaît tous. Hein. Il faut faire baisser très fort le charbon, il faut du renouvelable, il faut du gaz. Hein, je rappelle, quand même, là aussi, un regard très européen. Hein. On a mis le gaz, si je puis dire, dans le même sac que le charbon, le pétrole. Le gaz, c'est quand même 2 fois moins de gaz à effet de serre que le charbon quand vous le brûlez. Et donc, disons-le très clairement, par exemple, il n'y aura aucun développement de l'Afrique sans gaz. La Fondation Mo Ibrahim l'a montré parfaitement. Et même si vous multipliez aujourd'hui par 3 la consommation de gaz en Afrique, c'est une augmentation des gaz à effet de serre de 0,6%. Donc, il faut garder ça en tête. Et évidemment, beaucoup d'énergie propre. Et en fait, ce qui est important, il faut comprendre aussi, le sujet, c'est pas tel pourcentage de renouvelables et tout, c'est de construire des systèmes fiables. Des systèmes fiables les plus propres possibles. Vous le disiez en introduction, on parle de services. Et je pense que ça, c'est un point très important parce que tout ce que John disait sur l'acheminement et tout, ça montre bien qu'on construit un système où on va produire et transporter. On va y revenir, Cécile. Je propose de regarder le prochain sujet. Donc là, on va aller au Kenya, donc locomotive économique de l'Afrique de l'Est. Le Kenya apparaît en effet depuis plusieurs décennies comme un pionnier en matière de transition énergétique, malgré tous ces progrès. Évidemment, la population connaît encore des difficultés d'accès à l'énergie. Nous allons le voir justement, cela pose des difficultés pour un certain nombre de tâches domestiques et en particulier pour la cuisson des aliments avec des conséquences malheureusement importantes en matière sanitaire, économique et environnementale. Regardez. Alors qu'une partie du monde n'a qu'à appuyer sur un bouton pour lancer la cuisson d'un plat, l'autre cuisine encore chaque jour avec du bois, du charbon ou du kérosène. Cela représente plus de 2,3 milliards de personnes. Ces méthodes de cuisson traditionnelles sont particulièrement courantes en Asie ou en Afrique et ont un impact considérable et nocif sur la santé et sur l'environnement. La pollution de l'air domestique, qui est la 2e cause de décès prématurés des femmes en Afrique subsaharienne, de fortes émissions de CO2 et une aggravation de la déforestation locale. The effects of wood fuel are horrible, especially to children. In Kenya, there are about 23,000 deaths per year related to respiratory infections. Le plus souvent, ce sont des femmes ou des enfants qui passent parfois jusqu'à 20 heures par semaine à ramasser du bois pour la cuisson. Autant de temps consacré aux tâches domestiques qui limitent l'accès à l'éducation, à un emploi ou encore à une autonomie financière. L'enjeu est de favoriser l'accès à des solutions accessibles, plus sûres et plus propres, comme les cuisinières à gaz ou solaires, ou encore le GPL en bouteille, pouvant être utilisé dans des zones dépourvues d'électricité. Un changement qui s'opère déjà dans de nombreux foyers et entreprises grâce à la mobilisation de moyens publics et privés. Une dynamique collective à laquelle Total Energy contribue pleinement en fournissant aujourd'hui du GPL à 11 millions de foyers n'ayant pas accès à un réseau électrique, soit environ 40 millions de personnes. Alors, nous l'avons entendu dans la vidéo, et je le disais justement en introduction, 2,3 milliards de personnes n'ont pas accès à des modes de cuisson propres. Ils utilisent toujours ces foyers traditionnels au charbon de bois ou au bois. Le chiffre est énorme. Et vous, Cécile, justement, quelle est votre observation quand il s'agit justement de l'impact sanitaire, environnemental ? 3 remarques. La première remarque, c'est évidemment sur la santé, puisque là, on est à l'intérieur du foyer, donc c'est des conséquences des maladies respiratoires, les femmes, les enfants, avec les coûts associés en termes de santé publique. Deuxième remarque sur la déforestation. Derrière, ce qui se joue aussi, c'est la capacité d'absorption du CO2. Donc, c'est aussi la trajectoire de décarbonation de ces pays, indirectement. Et puis, dernière remarque, des femmes qui ne vont pas passer des heures à aller ramasser du bois, à cuisiner de cette manière, eh bien, ce temps-là, elles vont le passer à se former, à s'éduquer. Et derrière, c'est du développement. Donc, une innovation technologique, c'est in fine du développement et une décarbonation accélérée à plusieurs niveaux. Et au-delà du GPL, le continent africain a engagé, on a vu,
vu ces dernières années un certain nombre de projets dans les énergies renouvelables. Vous travaillez dans le domaine du solaire, justement. Quels sont les pays qui saisissent le plus ces énergies et quelles opportunités, finalement, de développement pour le continent? On voit que la plupart des pays sont orientés maintenant, aujourd'hui, de plus en plus vers les énergies renouvelables. C'est les pays les plus aisés qui arrivent à mettre en place non seulement la politique, mais aussi l'infrastructure qui est nécessaire pour le développement de ces technologies. Par exemple, le Kenya. Le Kenya est un pays qui fait partie du numéro de top 10 sur le continent. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui est déjà reconnue pour avoir beaucoup de production à l'échelle du continent. Il y a le Nigeria de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de l'investissement. Il y a la Banque mondiale qui a un programme qui est en train d'être déroulé maintenant. Il y a le Sénégal. Il y a de plus en plus des pays qui saisissent ces opportunités de mettre en place. Il y a pas mal de projets. Mais il y a aussi des pays qui ont un fort potentiel. Par exemple, quand on regarde l'Éthiopie, il y a la vitesse de vent est très élevée en Éthiopie. Le Tchad également. Donc, il y a le potentiel de mettre de l'éolienne. Il y a déjà des éoliennes qui ont été installées au Tchad. Donc, il faut qu'on ouvre Bien sûr. pour avoir plus d'acteurs privés, des investisseurs, pour venir investir dans ces pays. Justement, John, rendez-vous dans une autre région du monde qui a engagé justement ce tournant vers les énergies renouvelables, l'Inde, avec environ 300 jours de soleil par an. L'Inde est un lieu idéal pour la production d'électricité durable à partir d'énergie solaire. Nous allons justement plonger en particulier dans un des projets les plus emblématiques, ambitieux et les plus importants du moment développé dans l'État du Gujarat. En pleine expansion économique et démographique, l'Inde fait face à un enjeu crucial. Répondre à une demande énergétique sans précédent, tout en limitant son recours aux énergies fossiles. À l'heure actuelle, le charbon et le pétrole représentent plus de 90% de la consommation d'énergie primaire. Et la demande d'énergie devrait continuer d'augmenter de 35% d'ici 2030. Pour ce pays d'1,4 milliard d'habitants, troisième producteur d'électricité au monde, le développement des énergies renouvelables est donc au cœur de la stratégie énergétique pour un avenir plus durable. Aujourd'hui, l'objectif en Inde est d'alimenter en énergie une population en croissance, tout en couvrant 50% des besoins électriques du pays avec des énergies renouvelables d'ici 2030. Un défi colossal auquel il faut apporter une réponse hors norme. L'une de ces réponses se trouve dans le désert du Gujarat, dans lequel un gigantesque parc renouvelable est en construction. Il prévoit d'accueillir plus de 60 millions de panneaux solaires. Une fois achevé, il sera le plus grand au monde. Un projet à très grande échelle, porté par le groupe indien Adani et par Total Energy. Et oui, justement, un projet ambitieux, on l'a vu. Et comme le soulignent certains articles de presse qui s'affichent à l'écran, il s'agit d'un des chantiers parmi les plus importants au monde dans le domaine du solaire qui est en train de se développer en Inde. Peut-être très rapidement, John, Cécile, réaction sur ces chiffres? On voit bien qu'on est en train de changer d'échelle et que c'est exactement ce qu'il faut faire pour, j'allais dire, être vraiment dans cette course à la demande d'énergie dans des pays en croissance démographique, économique très forte. On parle de 60 millions de panneaux, c'est 5 fois la taille de Paris. John? Ça montre que cela soit possible aussi sur le continent africain, parce que l'Afrique est 10 fois la taille de l'Inde. Donc il faudrait que les pays travaillent plus ensemble pour qu'on puisse avoir un réseau à l'échelle africaine, pour qu'on puisse évacuer l'électricité sur des grands parcs comme ça. Aujourd'hui, cela ne soit pas possible à cause d'infrastructures. Mais demain, il faut qu'il y ait la politique qui suit la possibilité. Donc, justement, vous continuez à parler de l'Inde. On voit les chiffres sont quand même impressionnants quand on voit ça, 538 km², 5 fois la superficie de Paris. J'ai envie de dire, est-ce que ces chiffres, c'est réplicable? Est-ce que c'est possible de généraliser, de réussir ça ailleurs? Oui, tout à fait. Donc, dans quelques années, cela sera possible. Aujourd'hui, il faut de plus en plus d'investissements sur l'infrastructure, sur le continent, pour qu'on ait des réseaux un peu régionaux, pour pouvoir évacuer l'électricité qui est générée. Quand on regarde l'Inde, la superficie, c'est 3 millions de kilomètres². Vous avez des exemples? Oui, effectivement. Des exemples de pays, justement? On voit de plus en plus de projets au Maroc, par exemple. Il y a un grand projet sur le Sahara qui est prévu. Il y a le projet Dinga, donc ça, c'est plutôt hydro, mais c'est aussi à la même échelle. Ouais. Mais le problème de tous ces projets, c'est le réseau, c'est la capacité d'évacuation. Et quand on regarde l'Inde, par exemple, c'est 1900 TWh qui est généré, TWh d'électricité. L'Afrique, c'est 1 TWh. La différence, c'est 1900 en termes de différence. Donc, on a du travail sur le continent, mais cela soit possible, il faut juste l'infrastructure. Il
faut qu'il y ait l'infrastructure sur le continent. Cécile, réaction? Moi, ce qui me frappe souvent dans nos géographies, quand on parle de solaire, on dit qu'il y a un problème de foncier. Et l'immense chance de ces pays, de l'Inde et de la plupart des pays africains, c'est que le foncier n'est pas un problème. Et ça, c'est une opportunité extraordinaire. Si vous aviez chacun un message vraiment à passer pour changer le regard à l'accès à l'énergie dans le monde, quel serait ce message? Et vous êtes plutôt optimistes tous les deux quand même. Effectivement, il faut qu'il y ait des acteurs, il faut qu'il y ait des financements, il faut aussi qu'il y ait les gouvernements qui continuent leur rôle de mettre en place des politiques qui vont attirer les investisseurs. Mais l'Afrique et les continents les pays du Sud, les pays en voie de développement, sont des pays qui s'innovent. Donc ça veut dire qu'ils vont trouver une solution. Il faut juste qu'il y ait des leviers, il faut juste qu'il y ait des acteurs qui se mettent autour de la table. Et il y a du potentiel dans le secteur de l'électricité. Donc il faut plus de collaboration, il faut que les acteurs continuent à collaborer ensemble, à travailler ensemble pour trouver cette solution. Moi, je suis très optimiste parce qu'à travers ces exemples-là, on voit bien les recettes pour le succès. La première recette, je disais tout à l'heure, il faut voir grand, il faut faire grand. La deuxième recette, et c'est le mot très important aussi qui a été prononcé dans le cadre de ce projet, c'est partenariat. Les partenariats entre partenaires privés, mais aussi, une bonne répartition des rôles entre public et privé. Et de ce point de vue-là aussi, cette initiative internationale des clubs climat, c'est-à-dire où des pays, par exemple du G7, vont dérisquer avec des financements publics des projets en Afrique notamment. Ça va pouvoir booster. Au Sénégal, en Afrique du Sud, au Vietnam. Eh bien, ça, c'est extrêmement utile parce que derrière, vous créez un effet de levier fantastique parce que derrière, les porteurs de projets, il y en a beaucoup. Ils sont là, ils n'attendent que ça. Et comme on l'a vu aujourd'hui, le Kenya et l'Inde, justement, et bien d'autres pays font face à un tournant décisif à répondre à une demande énergétique en plein essor tout en s'orientant vers des solutions plus durables et accessibles. On l'a vu, les défis sont énormes et les avancées sur le plan énergétique en matière d'innovation technologique et de partenariats internationaux montrent en tout cas qu'une transformation est en marche. Cécile Maisonneuve, John Okoro, merci beaucoup pour cette discussion. Merci à vous. Merci à tous et rendez-vous pour un prochain numéro d'Energy Talks. À la prochaine.